Please, welcome back for this last round table. You know, this is the fourth table round that we are having. It's economic perspective on this main theme, that is internationalization of education in Africa. Alors ça tombe bien parce que nous avons une éminence, je ne vais pas dire beaucoup, je vais vous laisser la découvrir. We are lucky to have one of the wonderful persons that I can think of to address this theme in economic perspective, and this is Madame Valérie Brisset. With this, the floor is yours. Thank you very much for doing this. Merci beaucoup. Bonsoir, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup d'être présents pour cette dernière table ronde de la journée. Donc, je suis loin d'être une éminence, mais je vais me présenter en quelques mots. Donc, je suis Valérie Brisset, directrice adjointe de la diplomatie culturelle, éducative, scientifique et universitaire au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et c'est moi qui suis vraiment honorée d'animer cette table ronde qui, je le souhaite, nous inspirera des projets pour l'avenir de la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche avec l'Afrique. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être entourée de 7 intervenants et très inspirants pour débattre pendant un peu plus d'1 heure sur la manière dont les talents africains et leurs compétences sont valorisés en Afrique, en France et dans le monde. Cette dernière séquence est l'aboutissement de la journée et je suis sûre que vous avez déjà pu débattre lors des tables rondes précédentes et également lors des pauses et du buffet déjeunatoire qui sont toujours très propices aux échanges. Peut-être pour revenir en quelques mots sur l'intervention de notre ministre délégué à la francophonie et aux partenariats internationaux, M. Thani Mohamed Swali, qui est intervenu ce matin pour inaugurer cette journée. Je veux dire que les écosystèmes universitaires français et africains partagent des défis communs, qui sont l'adéquation des formations au tissu économique local, l'employabilité des jeunes diplômés, des enjeux de compétitivité et d'attractivité internationale. Et en réponse à ces défis communs, il nous revient de trouver ensemble des solutions partenariales adaptées, en valorisant mieux les talents, les jeunes générations qui feront l'avenir de nos relations. Alors, le sujet de la valorisation des talents africains et de leurs compétences constitue l'une des priorités du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et je voudrais revenir peut-être sur l'initiative que nous avons lancée il y a quelques années, en lançant un grand plan d'action alumni, et nous avons plusieurs alumni avec nous, qui permet de recenser tous les anciens étudiants qui sont passés à un moment ou à un autre de leur parcours dans l'enseignement supérieur en France, que ce soit pour 6 mois, 1 an, 3 ans, parfois pour 5 ans, qui constituent les meilleurs ambassadeurs de ce que propose l'enseignement supérieur français. Lorsqu'on parle de circulation des savoirs et de valorisation des talents africains, ce qui est l'objet de cette dernière table ronde de la journée, il faut s'interroger sur l'employabilité des jeunes, et je crois que nous aurons des témoignages très inspirants dans quelques minutes, sur la reconnaissance mutuelle des compétences et savoir-faire, qui est essentielle. Il faut également adopter une approche intégrée, incluant les échanges d'expertise au bénéfice des sociétés et des économies des pays africains de la France. Et enfin, il faut toujours avoir en tête l'idée qu'il doit exister un continuum formation-emploi. Et pour ce faire, il faut construire des partenariats économiques qui répondent également aux besoins économiques locaux. L'un des enjeux est de comprendre dans quelle mesure nous pouvons, nous, ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ou alors les agences comme Campus France, penser et construire le futur de cette coopération qui doit être conçue pour et avec les acteurs économiques, et nous en avons plusieurs qui sont représentés aujourd'hui. L'action de nos institutions, de nos administrations, que sont le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, s'inscrit en amont pour favoriser des partenariats universitaires, soutenir les mobilités et également pour mieux comprendre les résultats et l'impact de nos politiques, et ça sera l'objet de ces débats et des échanges que nous aurons dans quelques minutes. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai autour de moi 7 intervenants que je remercie vraiment chaleureusement d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Et je propose d'organiser les échanges en faisant intervenir à tour de rôle un alumnus, parce qu'il
mais il faut parler au singulier, et un des alumni, et un intervenant représentant un acteur institutionnel, ce qui permettra, je l'espère, de croiser les regards et les perspectives. Alors, je présente très rapidement nos intervenants, mais ils se présenteront plus longuement lors de leur prise de parole. Tout d'abord, nous avons donc 3 représentants que je qualifierais d'institutionnels. Monsieur Jean-Christophe Dumont, chef de la division des migrations internationales à la direction de l'emploi, du travail et des affaires sociales de l'OCDE. Monsieur Philippe Gauthier, directeur général de l'EDF International. Et Madame Sandrine Sauriol, directrice générale du Conseil français des investisseurs en Afrique. Merci beaucoup d'être présents. Nous serons vraiment heureux de vous entendre pour savoir quels sont les atouts pour vous, pour les institutions et les entreprises que vous représentez, de ces jeunes alumni. Et pour vous entendre aussi, nous aimerions vous entendre aussi pour savoir comment vous contribuez à leur insertion et leur valorisation professionnelle. Je suis également très heureuse d'être entourée de jeunes talents qui ont construit leurs expériences personnelles et professionnelles au fil de leur mobilité, de leurs rencontres, et qui aujourd'hui entreprennent et proposent dans tous les domaines des solutions innovantes pour le futur de la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche avec l'Afrique. Madame Isar Hyacinthe, CEO d'Afretail, Monsieur Hicham Tiklari, CEO et cofondateur d'Anamuka UG Limited, Madame Chloé Bertrand, CEO et fondatrice d'Afrorama, et enfin Monsieur Lézego Vorster, CEO du studio de The Hidden Hand. Merci beaucoup d'être présents également. Nous serons vraiment heureux d'entendre vos histoires de vie et très curieux de savoir quelle influence votre expérience de l'enseignement supérieur et de la recherche français a eu sur votre parcours professionnel et personnel en termes de compétences et de réseau. Alors je me permettrai de vous poser peut-être quelques questions pour plus précises au cours de vos prises de parole, et nous conclurons cette table ronde par un échange avec le public. Mais pour ouvrir cette table ronde, je passe tout d'abord la parole à Madame Isar Hyacinthe, que je crois que vous avez un micro. Je vous laisse vous présenter et témoigner également. Merci beaucoup, Isar. Merci beaucoup. Merci beaucoup de me donner la parole. Donc moi, c'est Isar Hyacinthe. J'ai 34 ans, ça fait 1 an que je suis installée à Cotonou au Bénin. Avant ça, j'avais déjà vécu au Togo, mais je suis née et grandie en France. Je suis alumnus, vous avez dit, moi j'ai alumni, mais je suis alumni Sciences Po Paris, diplômée en 2014 en marketing et études de marché. Moi, c'est vraiment à Sciences Po que j'ai eu l'envie de travailler en Afrique, sur l'Afrique. Et d'ailleurs, quand je suis diplômée en juillet 2014, je commence tout de suite ma carrière sur le continent africain, 1 mois plus tard, avec le VIE. Donc, ce que je peux dire aujourd'hui de mes activités, c'est que j'ai fondé un cabinet de conseil qui s'appelle Concrétise, accompagnement en concrétisation d'affaires en Afrique. Donc, c'est vraiment comment accompagner des marques internationales, surtout françaises aujourd'hui dans mon portefeuille, à se lancer efficacement sur le continent. Et lorsqu'on parle d'efficacement, on parle effectivement de logistique, d'opération, mais également de talent et de management local. Donc c'est vraiment l'accompagnement 360 pour que ces entreprises, lorsqu'elles arrivent, elles aient les bons codes et les bons relais locaux. Peut-être pour revenir un petit peu sur mon parcours, donc je suis diplômée de Sciences Po en 2014. Pendant 2 ans, j'accompagne le développement de la marque Canal+ au Togo et au Ghana. Je suis basée à Lomé, donc je fais ça 2 ans. Ensuite, pendant 5 ans, j'ai développé, j'ai même lancé avec mon équipe bien sûr la marque Yves Rocher dans 10 pays africains. Donc c'était vraiment localement, voilà, comment trouver les bons relais locaux, les bons talents, etc. Donc j'ai eu des sujets de recrutement, de management, de formation. Mais c'était surtout une formidable aventure de développement commercial sur le continent. Puis après, j'ai pris la direction du portefeuille Afro du groupe L'Oréal. Donc pendant 3 ans, j'étais directrice BizDev chez L'Oréal avant de monter ma boîte il y a 1 an et demi. Alors ce que je dirais de mon cursus français et de l'apport qu'il a en Afrique, déjà c'est à Sciences Po que moi j'ai vraiment eu le déclic de vouloir faciliter les affaires vers le continent. Donc c'était tout simple, j'avais un cours qui s'appelait Luxe et pays émergents, et dans le syllabus il y avait absolument toutes les zones du monde, luxe et Europe, luxe et Asie, luxe et Inde, et il n'y avait pas luxe et Afrique. Donc, je me suis offusquée, j'ai proposé au prof un cours sur l'Afrique qu'on a monté ensemble, qui a été un succès, et c'est là que vraiment l'envie de travailler sur le continent et de faire du business est née. Donc maintenant ça va faire 12 ans que je fais ça, je recrute moi-même maintenant des personnes, donc dans mes équipes il va y avoir des gens qui sont formés en France, mais également des gens formés en Afrique. Voilà, on
on va avoir des équipes hybrides, parce que comme on fait le pont, voilà, c'est important de pouvoir se nourrir des expériences des uns et des autres. Voilà pour ce qui est de ma présentation globale. Je ne sais pas s'il y a des questions plus précises, mais voilà. C'est un peu mon profil et mes activités. Merci beaucoup. Oui, peut-être une ou deux questions. Vous avez parlé d'un déclic au cours de l'enseignement que vous avez reçu à Sciences Po Paris, et un enseignement en particulier, c'est souvent en effet le cas. Est-ce que, comment en fait avez-vous ensuite décidé de créer Concrétise en fait? Est-ce que vous avez perçu dans vos différentes expériences professionnelles un besoin qui n'était pas, auquel on n'arrivait pas à répondre? Bien sûr, bien sûr. En fait, j'ai d'abord eu toute cette carrière corporate où je faisais la même chose, finalement développer Canal+, Yves Rocher, L'Oréal. À force de faire cela, j'étais aussi un petit peu chassée par d'autres boîtes qui me disaient « Ah mais tiens, est-ce que tu peux m'aider? J'ai un sujet en Angola. Tiens, tu peux m'aider, j'aimerais bien me lancer en Côte d'Ivoire. » Et donc c'est vraiment forte de toutes ces petites expériences, de tous ces petits contrats de consulting que je me suis dit, bon ok, je structure et je fais les choses correctement et j'accompagne vraiment ces entreprises à s'implanter sur le continent. Alors il existe plein de structures qui le font déjà, mais nous, notre force, c'est vraiment cette double culture, d'être ancré aussi localement. Comme je disais tout à l'heure, je vis en Afrique, donc c'est pour ça qu'on sait que notre accompagnement est vraiment concret. Ma boîte s'appelle Concrétise, pour donner vraiment les clés aux entreprises de s'implanter localement, de leur sourcer leurs talents locaux. Je le fais moins bien que ma collègue d'Afrorama, mais voilà, on peut aussi aider à sourcer des talents locaux pour effectivement avoir les équipes performantes qui comprennent les enjeux locaux et qui peuvent accompagner ces entreprises. Ce qui est intéressant de noter, c'est que moi, il y a 15 ans, c'était vraiment la mode des VIE, la mode des expats. Ça a beaucoup changé sur le continent. Aujourd'hui, il y a des talents locaux qui sont extrêmement performants. J'ai pas envie de dire qu'il coûte moins cher parce qu'un bon profil, il faut lui payer ce qu'il faut lui payer. Mais en tout cas, voilà, il n'y a plus besoin de ces gros packages d'expats. On en voit moins de ces contrats pompeux d'il y a 15, 20, 30 ans. J'étais pas née. Mais en tout cas, moi, il y a 15 ans, j'en ai vu un peu. Là, c'est clairement plus le cas. Et même dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, on voit qu'il y a vraiment cette émergence et cette valorisation de la formation et des talents locaux. Donc c'est très intéressant à observer et ça force l'humilité. Et on parlait du continuum enseignement supérieur employabilité. Dans quelle mesure pensez-vous que votre passage en France, vous avez fait de longues études en France, a été un tremplin pour trouver un travail assez rapidement? Alors, il y a eu la transition du VIE, dont je voulais aussi vous parler, qui est aussi une chance et un dispositif quand même qui est méritant pour travailler soit en entreprise, soit dans une administration à l'étranger. Mais est-ce qu'en tout cas, ce passage en France et les compétences acquises en France ont été selon vous un élément clé en fait? Complètement. C'est-à-dire que même si quand je forme et que j'accompagne ces entreprises et entrepreneurs, je leur demande d'être humbles, je leur dis que voilà, il faut faire attention sur l'image de la France en Afrique, etc. Il faut qu'on soit honnête, mais sur l'éducation, voilà, aujourd'hui c'est un atout qui est clair. Je suis fière et heureuse d'avoir été formée en France. Je trouve aussi que toute la partie de fin d'études est extrêmement bien gérée en France. J'ai pu faire 1 an de césure, donc 2 stages. J'avais un stage de fin d'études, j'ai pu faire un VIE. Donc on a une entrée en douceur dans sa carrière qui est bien accompagnée, bien structurée. Je ne sais pas si c'est le cas à d'autres moments de sa vie professionnelle, je pense à la fin de vie professionnelle, etc. Mais en tout cas, la fin des études et l'entrée dans le monde professionnel est assez bien gérée, je trouve, par l'enseignement supérieur français. Donc ça a été un atout, moi, dans ma carrière. Merci beaucoup. On réserve quelques questions, vous réserve quelques questions après la présentation de l'ensemble des intervenants, mais merci beaucoup pour ce témoignage très inspirant. Je passe... Alors je passe maintenant la parole à Jean-Christophe Dumont qui va nous présenter le point de vue de l'OCDE sur la mobilité et la valorisation des compétences des étudiants internationaux. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup de l'invitation, de l'opportunité de partager avec vous quelques chiffres et quelques faits sur l'importance de la mobilité étudiante vers les pays de l'OCDE, vers la France en particulier, originaire du continent africain. C'est sans doute des chiffres peut-être que vous avez entendus déjà dans la journée, mais le nombre d'étudiants internationaux ne cesse de s'accroître vers les pays de l'OCDE. On est à plus de 2 millions en 2023. Et ce qui est important à noter, c'est que c'est 33% de plus qu'en 2019, avant la pandémie de Covid, où évidemment il y a eu un impact très important sur cette catégorie de migration. La France fait face à une compétition accrue en matière d'attractivité des étudiants étrangers. Elle est maintenant 6e parmi les pays de l'OCDE
à la fois en termes de flux, on a plus de 100 000 étudiants accueillis en France en 2023, mais ça se compare à 450 000 par exemple au Royaume-Uni, plus de 400 000 aux États-Unis, 350 000 au Canada, 235 000 en Australie, donc, et même en Allemagne, on voit des chiffres qui augmentent, de sorte que maintenant, en effectif global d'étudiants étrangers, l'Allemagne est passée devant la France avec plus de 400 000 étudiants étrangers, mais de ce point de vue-là, la France est aussi sixième. Donc une augmentation du nombre des étudiants étrangers en France et vers les autres pays de l'OCDE, mais en même temps une augmentation du niveau d'instruction, c'est-à-dire du niveau d'études auxquelles s'insèrent ces étudiants étrangers. Alors une des caractéristiques de la France, c'est d'avoir une part très importante de doctorants étrangers, plus d'un tiers, 36% des étudiants étrangers sont en doctorat, c'est 9%, près de 10% de l'ensemble des doctorants français. Donc c'est absolument important, c'est beaucoup plus, je citais que l'Allemagne par exemple, où c'est 23%, ou même que les États-Unis, où ce n'est que 25%. Donc on a une augmentation tendancielle du niveau d'études de ces étudiants étrangers qui accompagne cette augmentation. Alors, global. Ce qu'il faut évidemment comprendre, c'est que ces tendances, elles sont portées par certaines régions d'origine. La première région d'origine, ça reste l'Asie en ce qui concerne les étudiants étrangers. Le principal pays, c'est la Chine, avec près d'1 million d'étudiants étrangers dans les pays de l'OCDE. Le second, c'est l'Inde. Le troisième, peut-être ça vous surprendra plus, mais c'est le Vietnam, avec 130 000 étudiants étrangers dans les pays de l'OCDE. En fait, il faut aller à la 11e place pour voir apparaître le Nigeria, avec 86 000 étudiants étrangers dans les pays de l'OCDE, et la 16e place pour voir le Maroc. Alors évidemment, certains pays africains sont plus petits en taille, et donc c'est normal qu'on ne les trouve pas en comparaison avec l'Inde ou avec la Chine, bien entendu. Mais néanmoins, il y a un degré d'insertion dans cette mobilité étudiante moindre de l'Afrique, globalement, qui reflète une moindre insertion aussi, peut-être à contrario des idées reçues du continent africain dans le phénomène migratoire dans son ensemble, parce que le taux d'émigration pour l'ensemble du continent africain est inférieur à 10%, ce qui correspond à peu près à sa part dans la population mondiale, et c'est inférieur par exemple à d'autres continents qui sont surreprésentés. Il y a une augmentation aussi de la mobilité étudiante à l'intérieur du continent africain. Parmi les 540 000 étudiants en mobilité internationale originaires de l'Afrique subsaharienne et les plus de 700 000 originaires d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, environ 20% sont à l'intérieur du continent. Donc ça, c'est quelque chose qui se développe. Et ça veut évidemment dire qu'il y en a aussi de nombreux qui sont à l'extérieur du continent. Donc peut-être qu'on peut parler de la contribution économique. Je sais que c'était votre intérêt. Donc je pense que sur ce point, il y a quatre angles qui sont pertinents ici. Le premier, et là aussi c'est souvent sous-estimé, c'est la contribution des étudiants internationaux pendant leurs études. Parce qu'effectivement, les étudiants internationaux ont le droit de travailler pendant leurs études, 20 heures dans le cas de la France, ça peut être plus, 30 heures en Espagne, 40 heures en Suède, mais dans la plupart des pays de l'OCDE, c'est autour de 20 heures. Et quand évidemment, parce qu'il faut financer ces études, donc un certain nombre d'étudiants ont accès à des bourses, mais pas tout le monde, loin de là. Ils s'insèrent soit avec une première expérience professionnelle en lien avec leurs études, soit avec un travail plus alimentaire, de sorte qu'en réalité, ça correspond quand même à un volume d'emploi qui est extrêmement important. Quand on regarde la France, c'est 18 000 équivalents temps plein sur l'année pleine, enfin temps plein, année pleine pour la France. Ça correspond à plus de 3% de l'emploi étranger en France. Donc c'est très significatif. Pour d'autres pays, ça peut être encore beaucoup plus. Au Japon, ça correspond à 14 000 emplois temps plein, et ça correspond à 24% de l'emploi étranger au Japon. En Nouvelle-Zélande, c'est 11 000 et c'est 13%. Donc dans ces pays qui accueillent aussi beaucoup d'étudiants étrangers, la contribution des étudiants pendant
à l'emploi pendant leurs études est extrêmement important. Le deuxième axe, c'est évidemment par l'intermédiaire des frais de scolarité. Alors c'est moins important en France parce que les frais de scolarité sont réduits, y compris pour les étudiants étrangers, même s'ils ont été beaucoup augmentés ces dernières années. En France, ça correspond à une part, alors on mesure là en fonction de l'ensemble des exportations, ça correspond à moins d'un demi-point de l'ensemble des exportations françaises, donc c'est assez marginal. Mais par exemple en Australie c'est 6% des exportations, en Nouvelle-Zélande c'est 4%, au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni c'est plus que 1%, donc plus que 2 fois ce que ça représente en France. Donc il y a une contribution importante au travers des frais d'inscription. Mais peut-être pour mentionner une étude qui avait été faite par Campus France il y a quelques années sur les coûts et les bénéfices des étudiants internationaux en France. Malheureusement, on n'a pas tous ces calculs par continent d'origine, mais il n'y a pas de raison que, disons, l'immigration africaine, qui représente à peu près la moitié de l'immigration étudiante française, ne soit pas représentée à sa juste proportion. Donc dans cette étude de Campus France, il y avait un calcul assez fin qui avait été fait en 2022 entre ce qui est dépensé par les étudiants étrangers en France et ce qui est reçu comme, disons, prestations sociales diverses et variées. Ça peut être les aides au logement, ça peut être évidemment le coût de l'éducation subventionnée par la France. Et quand on fait ce bilan net, il y avait un solde de 1,4 milliard d'euros pour l'ensemble de ces étudiants étrangers, notamment pas tant liés donc, du coup aux frais d'inscription, ça correspondait environ à 800 millions pour la France, mais principalement au titre des dépenses quotidiennes et notamment des dépenses de logement. La moitié des dépenses des étudiants étrangers, il faut bien se loger, c'est des dépenses de logement. Et ça représentait près de 900 millions d'euros par mois et donc près de 3 milliards d'euros pour, disons, l'ensemble des dépenses des étudiants étrangers en France. Donc, à ne pas négliger la contribution économique, financière des étudiants. Il y a un troisième axe en termes de contribution économique, c'est la contribution des étudiants étrangers à l'emploi en France une fois qu'ils ont terminé leurs études. Et de ce point de vue-là, les chiffres sont très clairs. Les étudiants formés en France sont ceux qui ont le meilleur taux d'insertion dans l'emploi. Comparé à l'ensemble des immigrés, c'est 75% de taux d'emploi après 5 ans à la fin des études, contre 62% pour l'ensemble des immigrés en France et 67% pour l'ensemble de la population française. Mais 75%, ça se compare en fait même favorablement par rapport aux immigrés qui sont rentrés au titre du travail. Parce qu'évidemment au départ ils sont à 100% de taux d'emploi, mais au bout de quelques années, tout ce qui peut leur arriver c'est malheureusement de perdre leur emploi. Et donc ils ont un taux d'emploi qui n'est plus que de 73%, largement supérieur encore à celui de la population française dans son ensemble, mais inférieur à celui des étudiants étrangers. C'est en fait une contribution extrêmement importante à disons, ces canaux de recrutement de talents pour la France. En fait, c'est plus d'un permis de travail sur 2 en France qui est octroyé à quelqu'un qui était précédemment étudiant en France. Donc c'est une source de talent extrêmement importante au bénéfice de la France et pour ceux qui ne restent pas d'autres pays. C'est sûr que tout le monde ne reste pas en France. 1 sur 2 environ reste en France à la fin de leurs études. Une autre étude de Campus France enquête sur le devenir des alumni après leurs études en France qui a été publiée l'an dernier. 1 sur 2 reste en France, 11% vont aux États-Unis, 11% vont en Allemagne, 11% vont au Royaume-Uni et un certain nombre retournent peut-être dans leur pays d'origine. Mais effectivement, là, la question éventuellement se pose en termes de bénéfices de retour au pays d'origine pour ces étudiants étrangers. Donc là, on a une situation, disons, clairement bénéfique pour l'économie française, de ces étudiants internationaux, y compris de ces étudiants originaires du continent africain, que ce soit d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne, qui composent la part prépondérante de ce groupe. Merci beaucoup, professeur Clément, pour ce panorama très complète. Peut-être une question subsidiaire.
dire, parce que vous avez mentionné que la France était en train de gagner un peu des parts de marché, on va dire, dans cet environnement concurrentiel. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous dire quels sont les atouts qu'a la France par rapport à l'Allemagne, par exemple, ou à l'Angleterre désormais? Alors, sur cette question des étudiants étrangers, on est vraiment à la croisée des chemins. On a une situation extrêmement, disons, complexe aujourd'hui. Et quand j'exprime ce point de vue, évidemment, tout le monde pense aux États-Unis, où les conditions d'accueil des étudiants étrangers sont pour le moins aléatoires et sans doute très largement remises en question de différentes manières. Mais ce n'est pas le cas qu'aux États-Unis. Il y a un certain nombre de pays de l'OCDE où l'accueil des étudiants étrangers est sous une pression importante. Je mentionnais les chiffres très significatifs de l'accueil d'étudiants étrangers au Royaume-Uni notamment. Il y a là des changements extrêmement importants d'un point de vue des politiques et notamment sur la possibilité pour les étudiants étrangers de venir accompagnés de leur famille. C'est un enjeu important parce que, comme je disais, on a des étudiants qui sont de plus en plus avancés dans leurs études et donc qui de plus en plus sont susceptibles à avoir déjà formé un ménage, et donc la possibilité de venir avec son conjoint est un enjeu. Au Royaume-Uni, c'était 35% des permis d'étudiants étrangers en 2023 qui étaient octroyés à des conjoints. Et donc cette voie est fermée, et donc les possibilités, l'attrait du Royaume-Uni pour les étudiants étrangers au Royaume-Uni, l'attrait du Royaume-Uni se diminue. Mais on a aussi des situations peut-être plus surprenantes au Canada et en Australie, qui sont là aussi des pays qui ont beaucoup bénéficié de l'accueil d'étudiants étrangers, où des changements de politique visent notamment à établir des quotas. Le Canada a baissé de 35% son quota d'accueil d'étudiants étrangers en 2024, de 10% en 2025. L'Australie va introduire des quotas aussi sur les étudiants étrangers. D'autres pays en Europe, comme les Pays-Bas, qui offraient un très large éventail de formations en anglais, ont décidé de réduire cette offre. Donc les opportunités en fait, pour les étudiants étrangers se réduisent dans beaucoup de pays de l'OCDE. La question est de savoir, est-ce que la France peut saisir cette opportunité et à quelles conditions elle peut le faire. Donc, en parallèle de ces évolutions de politique dans les pays de l'OCDE, on a aussi, et c'est un fait qui touche la France comme les États-Unis, le Royaume-Uni et bien d'autres pays, une pression extrêmement forte sur l'aide au développement. Et donc sur l'aide, les bourses à la mobilité qui sont offertes potentiellement aux étudiants étrangers. Est-ce que la France va maintenir le même niveau d'aide qu'elle a pu maintenir jusqu'à maintenant? Il y a une compétition aussi extrêmement forte sur certains segments des étudiants étrangers. Évidemment, quand on parle du secteur de la santé, quand on parle des nouvelles technologies, de l'informatique, tous les pays du monde cherchent à obtenir les meilleurs étudiants étrangers. Donc là aussi, il ne va pas falloir juste attendre que les autres arrêtent de recruter de façon à pouvoir avoir les talents, disons, les plus intéressants. Et puis il y a d'autres développements qui sont à l'œuvre, qui peuvent être des opportunités, y compris pour la France. Notamment, on voit beaucoup se développer dans l'internationalisation de l'éducation des campus offshore, c'est-à-dire vraiment des campus hors les murs. Par exemple, l'Université Dauphine a créé un campus à Tunis. Ces modèles-là d'externaliser les formations dans les pays d'origine et notamment sur le continent africain, à mon avis, a un potentiel extrêmement important. Est-ce que la France, encore une fois, mettra les voies et les moyens pour bénéficier de ces opportunités? La question vous est renvoyée. Voilà, on y travaille. Merci beaucoup, M. Dumont. Et la transition est toute trouvée pour vous présenter M. Hicham Tijari, CEO et cofondateur d'Anamka, qui justement nous propose des solutions innovantes d'internationalisation de l'éducation. Je pense qu'on peut dire, résumer les choses ainsi. Donc je vous laisse le pupitre pour que vous fassiez une présentation.
Yeah, probably before introducing myself, just touch base on what you said, Mr. Durand. I think probably maybe the language also is a very important factor in this. Probably I would say English now maybe probably UK and USA has more opportunity to bring students from around the world, but I myself have studied in France, in Paris, and I have had the opportunity to study in English, so that's I think maybe one of the ways for France to bring and take advantage of this opportunity. But yeah, thank you and good afternoon everyone. I am Hisham Tijari. I'm the co-founder of Hiktish Education. I myself am African. I was born and raised in Morocco, and then I moved to Paris for studies basically. Then I got the opportunity to go to London and co-create Hiktish Education, which is a solution for African. So I'll start with my story. As I said, I grew up I studied in Africa, but also I built in Paris. I built my career and my network, learned new skills, and also Paris helped me maybe take huge steps forward, and so I ended up commuting between both Paris and London actually. So I created Hiktish Education so that African can have a similar experience, so a change in experience basically, without the need to travel if they cannot afford it. So, and this is through online. So the online, probably online is the only tool that can help us to do that. So I'll start with first the challenges. So African universities face many challenges. We in Africa don't always focus on delivering, not always, but we do in some of the cases. Focus on delivering high quality programs, cutting edge courses or programs again, and innovative educational solutions, and also new ways of learning. So for many, as I said, studying abroad is pretty too much expensive. So hence why the solution. So we created Hiktish Education, an online platform to connect Africans or African universities basically with highly skilled professors that we select ourselves from France mainly, the UK as well, Europe and North America. So the teaching is delivered online, and the idea behind the solution is to offer a complementary, it's not really to replace the whole curriculum, but just a complementary curriculum that broadens the existing program and adds an international touch or international dimension to the curriculum. And in the future, we are looking to expand and help students probably get internships, come to Europe through PhD programs abroad. So also students will be able to earn an African-European diploma through a double diploma programs, which I came from. So I came from an agreement between two schools in Morocco and Paris-Saclay in Paris, in Paris basically. So how it works? So universities partner with us, and we analyze and understand the need to match basically the professors that we have selected, to match them with the university students. It's really this simple. So what we have done so far, we are in London, we are in Paris as well, France, we are in Morocco, and we are in Nigeria. So we started working with 2 Nigerian universities,
and we have over 50 professors from Europe and already on board with us, and we are growing every day. So if we move to, probably you would want to understand how we make money. So our platform earns money by charging for courses and working with universities mainly. And in the future we want to create joint diploma programs online again, helping students go abroad for internships or research. So our goal is to expand, as I said, first in Nigeria, and then we will move to into Morocco and the rest of Africa. We also want to partner directly with full universities in Europe, rather than connecting only with individual professors. And yeah, as I said before, the future looks like earning a double diploma for a student and go abroad for research, work and studies. And sorry. And just to explain a bit, explain also Africa, so and understand what's the drive behind this. Africa has a huge number of universities and young students. In Nigeria alone, there is over 100 universities, and also European universities from France, for example. They want to connect with Africa, as we were discussing just in a bit. So we are here to help make this match and make it basically happen. So the need is massive. Africa has over 9 million university students, but fewer than 5% have access to international professors or study abroad. At the same time, online education is exploding in Africa, so a growth of 300% in only 5 years. And again, as I said, European universities, they are striving to get new students from Africa, so this is something for our good. The global cross-border education market will hit around 74 billion by 2030, and Erasmus Plus alone is investing over 26 billion in mobility programs, but Africa is still getting very little of that, not like Europe, America, for example, UK, etc. So with HICTIJ, we are ready to connect students, professors and universities, unlocking a 2 billion plus opportunity over the next 5 years. So we are today raising also 72 in exchange. Why 72? Normally it's 100, but we've managed to have some fundings. So with this funding, we are trying to expand, as I said before, into more Nigerian universities, build a strong, more scalable digital platform. So when I said Nigerian universities first, we are trying to target the English side of things, because we understand that France, they are mainly present in the French territories, or I would say the French-speaking countries. So that's why we are trying to help France through the English-speaking countries. Launch our first double diploma program with European partners and grow our core team to deliver all of this faster. So we are open to support from government, France, Europe, and across Africa. So the double diploma program with European partners, I think my experience has been coming from Morocco to Paris. I've built a network that helped me with really having the professors, all the students that I know from Cité. I don't know if I mentioned that I lived in Cité Internationale Universitaire de Paris. So I've spent 2.5 years in this beautiful place before moving to London. So this really helped me connect with different students,
from different backgrounds, and also connecting with professors. And so I think this is really why it's very important. Maybe if I have an advice for the youth, it would be travel, try to take any opportunity you have, or any opportunity that comes your way, and always keep exploring. So yeah, thank you very much. That's everything for me. Thanks a lot. It was really inspiring. So we always forget that actually we can study in English in France. So we have plenty of possibilities, and it seems to have worked for you. And perhaps could you tell us in which way, in what sense, your studies in France have helped you, become the entrepreneur you are now? Yeah, I would say it's mainly the network. So connecting with professors from because it was a double diploma, but I was studying in different universities at the same time. So Paris-Saclay, Mines Paris-Tech, Pont-et-Chaussée, les Pont-et-Chaussée, Agro-Paris-Tech at the same time, and Chimie Paris-Tech. So it's kind of this many professors around, so it helped me grow my career and grow my network. And yeah, it's for example, when I say that we have more than 50 European professors, they are mainly from France and then UK basically. Thank you. I'm sure you will have a lot of questions afterwards. So thank you, Hicham. It was a call for support. So thank you. Please support. Thank you. Merci encore, Hicham. Alors maintenant, je vais donner la parole à Monsieur Philippe Gauthier, directeur général de MEDEF International, pour une présentation de ce qu'est MEDEF International, peut-être, et la manière dont vous percevez en fait cette jeunesse africaine et la manière dont les entreprises françaises valorisent les compétences. Oui, merci beaucoup, Philippe Gauthier. Je suis directeur général de MEDEF International. Certains connaissent MEDEF, j'imagine, mais un peu moins MEDEF International qui a été créé il y a 35 ans. Donc je ne vais pas faire un exposé là-dessus parce que ce serait trop long et peut-être pas très intéressant pour vous. Ce que je peux dire, c'est que dans nos activités qui sont autonomes par rapport à ce que fait le MEDEF, tout ce qu'on fait c'est de l'international, c'est hors France et hors Europe des 15, on va dire, et plus sur le terrain international hors Chine. Pour nous, la Chine, c'est un cas tellement à part, on l'a mis dans une case spéciale, et ça depuis 45 ans, je crois. Voilà. Donc, MEDEF International, comment on marche? On est une association à but non lucratif créée par des entreprises. Au départ, c'est encore un peu notre image, ça a été créé par des grandes entreprises, plutôt CAC 40. Au fil des années, on a aujourd'hui à peu près 17 000 contacts dans différentes filiales d'entreprises. Parfois, c'est difficile de faire la part des choses si une entreprise est autonome ou pas, mais c'est en gros un fichier de 17 000 sur lequel on travaille pour développer ces entreprises qui ne sont pas des débutants en général, même des petites entreprises comme la vôtre, qui est intéressante, travaillent tout de suite sur l'international. Et c'est ce qu'on fait avec une population, par exemple, de start-up. Là, en ce moment, il y a Vivatech, donc beaucoup de start-up se projettent très rapidement à l'international. Il y a quelques études intéressantes là-dessus qui ont été faites par des universités, je crois que le CDE y a contribué, et qui portent justement sur la nécessité, dans le monde dans lequel on est, malgré les attaques du multilatéralisme en général, il faut être international très tôt, surtout si on est dans les technologies, surtout si on est dans les biens de consommation, etc. Donc ça c'est une priorité absolue, internationaliser, y compris les petites entreprises qui ont du potentiel et qui ont besoin de capitaux, qu'on ne trouvera pas forcément facilement en France, mais ça c'est un autre débat, comment orienter l'épargne, on en parle beaucoup aujourd'hui. Les Européens sont très épargnants, mais mettent trop peu dans leur technologie. Donc il faut aller chercher des ressources à l'extérieur. Deuxième remarque que je voudrais faire, au-delà de nos activités que je résume en nombre d'actions que nous montons, qui sont des actions collectives, toujours, en France et à l'étranger, mais toujours avec un objectif de promotion d'entreprises françaises à l'international, sous forme d'export, d'investissement,
coproduction. Évidemment, pour tout ça, on a besoin de gens formés, on a besoin de ressources humaines, et je vais vous dire un petit peu plus ce qu'on a pris comme initiative concernant l'Afrique en particulier, mais quand même rectifier un petit peu la vision que nous avons de l'Afrique aujourd'hui. Un, c'est qu'on a toujours, là on vient de faire une étude avec Deloitte qui sera publiée malheureusement en septembre, donc je ne peux pas vous la donner, mais il y a 4221 filiales françaises en Afrique continentale. Donc c'est pas zéro, c'est pas... bon. Et c'est pas tellement en diminution, hein, contrairement à ce qu'on pense ou à ce qu'on lit le plus souvent. Deuxièmement, on a 530 000 employés dans ces filiales. 530 000. Voilà. Si vous pouvez me donner le nom pour les entreprises chinoises, je suis sûr qu'on est très en dessous. Et on réalise 67 milliards de chiffre d'affaires en Afrique, entreprises françaises. 67 milliards sur 1600 milliards, c'est le chiffre du chiffre d'affaires d'entreprises françaises à l'étranger. Donc on est très gros, 1600 milliards de chiffre d'affaires réalisés à l'étranger. Donc la France est un pays ouvert, investisseur, on reste toujours dans les 3-5 premiers IDE à l'étranger. Les États-Unis investissent pas tant que ça, sinon sous forme financière, moins sous forme industrielle, moins sous forme de développement. Donc une entreprise française va regarder la meilleure façon de s'implanter, et souvent c'est un investissement. C'est pas que de l'export. Sur l'export, on est moins bon. On est moins bon que nos amis allemands. Deuxième chose, sur l'éducation. Sur l'éducation, moi, ce que je vois depuis une dizaine d'années, c'est énormément d'écoles, et ça, on en a parlé avec vous, Madame, au ministère, énormément d'écoles qui s'implantent. Si vous regardez l'école centrale au Maroc, si vous regardez l'ESSEC récemment qui a monté une chaire, HEC, etc., enfin, énormément d'écoles vont vers le continent africain, et ça c'est une bonne nouvelle. Alors, elles ne sont pas que sur le continent africain, mais ça c'est de plus en plus fréquent. Et c'est là, je pense, où il faut appuyer nos politiques publiques, c'est travailler avec des universités locales, donc bravo pour ce que vous faites, des universités locales en Afrique, et acquérir de nouvelles compétences, transférer des nouvelles compétences, ça c'est je pense, crucial. Et ça doit s'intégrer dans une politique plus large, une vision notre vision sur l'Afrique, c'est pas du tout celle que vous avez. On n'est pas sur la question d'image, on ne sait pas traiter ce problème de la question d'image dont vous parliez tout à l'heure. D'ailleurs, on n'en souffre pas beaucoup. Hein. On nous dit toujours, surtout, ne partez pas. Bon. Dans certains cas, on reste, c'est pas toujours ne partez pas d'Afrique. Dans certains cas, on reste, parfois c'est difficile pour diverses raisons, sécuritaires, légales, fiscales, et c'est de plus en plus difficile, ce qu'on disait tout à l'heure avec M. Dumont, pour des entreprises cotées, hein, des entreprises qui ont à rendre des comptes sur les marchés financiers. Pour des entreprises familiales, c'est beaucoup plus facile d'avoir une vision long terme, mais notre vision de long terme, l'Europe n'a aucun avenir sans l'Afrique. Alors c'est loin d'être la vision de beaucoup d'entreprises, et de beaucoup de je pense, politiques en Europe, hein, mais sans Afrique, nous on n'a pas d'avenir. Je me souviens d'un grand chef d'entreprise, je ne citerai pas son nom, il n'est plus là aujourd'hui, je pourrais le citer, mais qui a été aussi ministre, qui a dirigé l'industrie métallurgique en France. Il me disait, moi je peux compter exactement, il m'avait donné la date du dernier Européen qui éteint la lumière. Bon. Donc, vous voyez, si on regarde cette perspective très long terme, l'Europe doit faire avec sa géographie. Sa géographie, c'est l'Afrique. Sa culture commune, cette culture commune, il faut l'exploiter. Et il faut l'exploiter sur la durée. Et pour ça, c'est dans le contexte géopolitique actuel, c'est reconstituer des chaînes de valeur. Et ça, ça doit être vraiment la priorité absolue. Et construire des modèles éducatifs autour de ces chaînes de valeur. Ces chaînes de valeur, c'est quoi? C'est les minerais. Minerais, aujourd'hui, 80% des minerais sont transformés en Asie, qu'on achète en Asie. Donc la valeur ajoutée, elle est en Asie. Et donc, on peut se dire pourquoi on a besoin de former des gens en Afrique, parce qu'ils exportent leurs minerais bruts. Deuxièmement, c'est l'agriculture. L'agriculture, si vous prenez la noix de cajou ivoirienne, les femmes ivoiriennes, en 10 ans, ont fait de la Côte d'Ivoire premier producteur mondial d'anacarde, enfin de noix de cajou. 80% est exporté au Vietnam et en Inde pour être décortiqué, mis dans un sachet.
Et donc, vous savez quel prix on paye à Monoprix en France? La noix de cajou. Le prix payé au petit producteur local, qui fait aussi un peu de café, un peu d'autres choses, est de 30 et quelques centimes le kilo. Donc vous voyez, c'est ça, reconstituer des chaînes de valeur. Donc nous, on travaille là-dessus. C'est pareil pour les services. Les services, Capgemini, grande société française de l'IT, a 200 000 personnes en Inde. Ils ne vendent pas un roupie de services à l'Inde. Ils travaillent pour les États-Unis essentiellement et pour l'Europe. Ça, on peut le faire avec l'Afrique. Ça commence. Il y a un flux qui commence. Voilà, donc c'est ça qu'il faut faire dans les minerais, dans l'industrie, dans les services. On peut le faire avec l'Afrique. Et c'est vraiment là notre avenir. Pour les pays francophones, alors ça m'intéresse parce que j'ai des stats d'investissement en Afrique, et là on constate que les plus fortes hausses d'investissement français en Afrique, c'est plus 101% dans les pays d'Afrique de l'Est, plus 51% dans les pays d'Afrique australe. Alors c'est vrai qu'on partait de plus bas, et c'est là où se passe aujourd'hui le bond en avant, et il y aura d'ailleurs le premier sommet Afrique-France à Nairobi, pays anglophone, en mai ou juin, bon c'était avril, mais je crois que c'est plutôt mai ou juin ou avril de l'année prochaine, de 2026, et c'est ça qu'il faut, c'est sur ces thèmes-là, de créer de la valeur ensemble, de bénéficier de cette valeur ensemble, de partager cette valeur ensemble, et pour ça il nous faut effectivement travailler avec les universités africaines, et là je pense qu'il y a plein d'initiatives. Ce que vous faites, madame, alors désolé, moi il y a 30 ans j'existais déjà, j'étais déjà là, mais 34 ans, donc, mais on va en tout cas se projeter cette vision, et c'est cette vision nous qu'on attend de nos responsables politiques. C'est exactement cette vision-là, il n'y en a pas d'autre. L'aide publique au développement n'est plus un sujet pour nous parce qu'elle n'a jamais rien apporté au développement, d'ailleurs c'est dommage, mais je demande toujours des comptes à mon ami Emilio, mais voilà, je ne les vois pas venir, ni la Proparco, je n'ai jamais vu d'effet de Choose Africa, j'attends toujours, et je crois qu'à l'Élysée, ils les attendent toujours. J'ai pas vu une seule société qui a été financée par Choose Africa. Alors sûrement il y en a, mais on ne les connaît pas, c'est dommage, parce qu'on devrait travailler avec eux. Mais je suis cash, mais à un moment donné, il faut dire la vérité. Voilà, il faut dire on apprécie. Je suis comme vous, je suis cash. Voilà, merci beaucoup. Juste, si je peux rebondir sur ce qu'a dit Philippe, moi j'ai été sollicitée il y a 2-3 ans pour faire partie d'un jury justement pour des subventions qui étaient proposées par la France pour créer des filières dans des universités africaines. Donc c'était des filières licence, master, doctorat, puisqu'il fallait former aussi des professeurs, les futurs professeurs de ces filières. Et l'idée, c'était de créer des partenariats entre les universités africaines et une ou plusieurs universités françaises qui avaient accompagné la création de ces filières. Il fallait aussi qu'il y ait une cohérence avec l'université existante pour que ça garantisse aussi un peu la qualité du curriculum. Il fallait qu'il y ait une adéquation avec l'environnement économique et les besoins du pays. En démontrant qu'on allait créer des liens avec le tissu économique, c'est là que les entreprises pouvaient jouer un rôle, et également se poser la question de la pérennité du financement qui n'était pas forcément public, qui pouvait être public et privé. Dans certains domaines, on pouvait imaginer des prestations qui finançaient une partie du cursus. Et le troisième critère, c'était la capacité d'un rayonnement régional pour que cette université, enfin ce pôle devienne un centre d'excellence pour différents pays limitrophes et puisse attirer. Et ça, moi, j'ai trouvé que c'était très vertueux. C'est pour ça qu'avec plaisir, j'ai participé à ce jury où, bien sûr, intervenaient des directeurs et des professeurs d'université, mais les entreprises ont été associées. Et ça, c'est le type d'initiative auquel les entreprises du CIAN ou les équipes du CIAN, du MEDEF, participent volontiers. Parce qu'on trouve ça vertueux, c'est l'idée de créer des filières qui vont créer de la valeur sur le continent. Merci beaucoup pour ce témoignage. En effet, une bonne pratique peut-être à reproduire et à répliquer en fait, dans d'autres jurys de recrutement. Et merci aussi beaucoup, Monsieur Gauthier, pour votre présentation
et votre vision très optimiste aussi de ce qu'on peut faire avec l'Afrique. Peut-être une question plus précise sur le rôle joué par les entreprises membres du MEDEF. Comment contribue-t-elle également au renforcement des savoirs et des compétences professionnelles, notamment de la jeunesse africaine? Est-ce que vous avez des propositions On a pris des initiatives surtout. La dernière là, que nous portons en ce moment, la semaine prochaine, donc arrive un certain nombre de stagiaires qui sont dans des entreprises françaises. Et l'idée, aidez-nous s'il vous plaît avec les visas, tout ça, parce qu'on a du mal, mais c'est de les faire venir au moins 2 semaines en France pendant leur parcours de stagiaires dans des filiales africaines, sachant que c'est 95% à peu près des 530 000 sont africains ou indiens ou brésiliens. Si on prend L'Oréal en Afrique du Sud, alors là on trouve toutes les nationalités, c'est formidable. Mais l'idée c'est de leur faire connaître la France au moins pendant 15 jours, ce qu'on fait en matière d'éducation, en matière peut-être de développement aussi, de technologie, etc. Donc on a une initiative comme ça, le ministre Tani va les recevoir la semaine prochaine. Donc voilà, on commence par un petit groupe et on va faire un peu plus grand après si ça marche. L'essentiel c'est que les entreprises payent leur voyage et nous on les aide à avoir les visas, qu'on les accueille, qu'on leur fasse des présentations, des visites, etc. Donc ça fait partie des actions que nous menons. Et d'autre part, on a quelques initiatives qui répondent, je pense, à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire mettre en commun nos savoir-faire. Il ne faut pas toujours respecter ses partenaires. Et je crois qu'on a beaucoup à apprendre aussi de l'Afrique, des Africains, de leur expérience, terrain. Il faut être très terrain à un moment donné. Et donc, c'est extrêmement important pour nous de discuter avec nos partenaires africains pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire demain ensemble et pas seulement apporter nos savoir-faire et notre technologie. Dans le domaine agricole, dans le domaine des services, je pense qu'on a beaucoup de choses à prendre en commun. Merci beaucoup encore une fois, M. Gauthier. Alors, je passe la parole à Chloé Bertrand, CEO et fondatrice d'Afrorama. Je vous laisse vous présenter votre parcours et puis également la plateforme que vous avez créée. Merci beaucoup et tout d'abord merci pour l'invitation et merci à tous les participants qui sont là malgré la chaleur. Je pense que je vais parler en anglais pour la délégation sud-africaine, comme ça donnera un peu de pause aussi aux interprètes. So I grew up in South Africa. My father is from France and my mother is from Ghana, and I always grew up with a passion for impact and a passion for development of the African continent. I did the last 3 years of my high school in France, the south of France, and after that I decided to study at SOAS, the School of Oriental African Studies in London, really specializing my studies in African studies, but economics and international relations more specifically. After studying a bachelor's in the UK, you need money, you need money fast, so I decided to quickly go into working in financial services, given my economics background, but realized that I still had this thirst for impact. And so that brought me to Sciences Po. So I studied at Sciences Po at PSIA, so the International School of Sciences Po, Masters in International Public Management, where I did the year abroad, etc. It was COVID, so it wasn't really abroad, it was remote. So yeah, that's my background. Since then, I've worked as an independent consultant, primarily in West Africa, and now I've sort of specialized working for DFI's development finance institutions. So working at EBRD, working at AFD actually, and then now at BI, the British DFI. So I work in this sector. I've been working in international development for some time, but I think my main passion is really youth mobility and also the development of the African continent. And so that's what's really brought me to found Afrorama. Afrorama was actually founded when I was at Sciences Po. It was COVID and I was looking for gigs. I was working as an independent consultant and I needed to find opportunities. But what I found was that a lot of the opportunities that I was having access to, I had access to because I was a student at Sciences Po and I had access to this network, but also they were very much siloed. You had WhatsApp groups, Facebook groups, sometimes your professor would send you an opportunity, but it was very much because of the privilege I had to be studying at Sciences Po because I was part of these different groups.
And so that's why I decided to launch a platform called Afrorama. And so today we connect Afro-optimists, as I like to call myself, with opportunities related specifically to social impact and related to the African continent. So concretely, these are volunteering opportunities, jobs, consultancy opportunities, research, funding, capacity building, and we share it every week on our website, and we make it available to everyone. The aim of Afrorama is really to, first of all, bridge this gap that happens when you get out of university, you have your degree, you may have the skills, but you're not actually able to secure the opportunities that you're looking for, particularly on the continent and this niche sector, which is the impact economy. We do actually surveys annually at Afrorama, and this is what comes up all the time, is the difficulties that students have after a degree to actually just get through the door and just have that first interview. And for a lot of them, it's because they don't actually have the tools from the universities to actually build a proper CV, build a proper motivation letter, and also go through all the different steps of the interviews. And so that's something that we do at Afrorama. So we hold different workshops, so not only within sort of the university space, but also more and more we're doing it with high schools. And we also propose a network to different people, because that's as well some of the key challenges that African youth and Afro-optimists, those who want to work in Africa, are also finding to be a challenge. And then, yeah, webinars more generally. In terms of what Sciences Po supported me, how Sciences Po supported me in my career trajectory, I would say that Sciences Po came at a good time. Studying at SOAS at a sort of Anglo-Saxon university was very much about theories confronting ideologies and philosophies, and it was great. It was very enriching. Whereas Sciences Po was a bit more professionally oriented. I think we heard one of the directors of Sciences Po speak this morning. Sciences Po is very much about emphasizing different skill sets that you might use in your professional journey. And so what really helped me at Sciences Po was actually being able to work with professors or lecturers that also work at institutions like the OECD, at institutions like MEDEF, and actually start working with them on sort of small-scale consulting type work. And so with that, I was also able to sort of build my own portfolio, so that when I left Sciences Po, I was able to start consulting independently as well. So that's the first thing. The second thing that the second element that Sciences Po brought was very much a network. So I grew up in South Africa, I studied in the UK and worked for a few years before Sciences Po, and my network was very much an Anglophone network. And so now Sciences Po has really provided me this sort of opening to Francophone Africa as well, which has been very, very enriching. And finally, I think my entrepreneurial spirit, I think I've always had it, but I think through different courses, I particularly remember one that was called, I think, Innovation in the Public Sector. Really helped me just define, I think, and find the first building blocks to start my entrepreneurial journey. I still won't consider myself an entrepreneur, but I guess I am. So yeah, so those are the biggest blocks, and also realizing that, like Sciences Po also had this gap where I couldn't find the opportunities that I was looking for as a young professional, wanting to work on sustainable development, international development on the continent. So yeah, those are the answers in brief. Thank you, Chloe. Actually, you have answered all my questions, so perhaps I will leave the audience ask you a few questions afterwards. Just one question: how many persons do you employ for Afrorama? So we're a very lean team. Currently we work with 2 volunteers who are interns, and then we have a board of directors, and it's 3 individuals. We work with volunteers that we pay as soon as we can, but what I'm really happy to share is actually that Afrorama, first of all, actually helped me get my first job when I had my sort of first stable job after Sciences Po at l'Agence Française de Développement. But it's also helping some of our volunteers get the skill sets and actual practical expertise that is required for a job after university. So a lot of them are actually finished university, don't have the right skills yet to put on their CV, and so they get experience with
project management, for example, communication if they're working on social media, and then within 6 months usually they're able to get a stable job. So that's a bit of our impact. Thank you. Congratulations. Thank you. Thank you. And perhaps one remark, because I was speaking of a continuum between higher education and employment, perhaps you could, join your two platforms afterwards, once, your platform is created, Hicham. So now, maintenant, je vais passer la parole à Sandrine Soriol, directrice générale du Conseil français des investisseurs en Afrique. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis la directrice générale du CIAM, Conseil français des investisseurs en Afrique, qui est en fait un club des entreprises qui opèrent en Afrique et qu'on anime à Paris. Ça représente à peu près 150 entreprises, mais on compte entreprises au sens large, donc c'est 1500 personnes qu'on anime au quotidien et on leur propose de les aider à développer leurs affaires en Afrique en les accompagnant en termes de connaissances, de plaidoyer et de réseau. Une de nos manières de travailler, c'est de proposer des groupes de travail qu'on appelle des commissions sur des thématiques transversales qui correspondent souvent à des fonctions dans l'entreprise ou à des problèmes qu'ils peuvent rencontrer sur le continent africain. Donc, par exemple, on a une commission sûreté qu'on a transformée en maîtrise des risques, une commission santé, RH, finance, économie et finance, géopolitique, etc., pour leur apporter un peu des informations, qu'ils puissent écouter des experts et qu'ils partagent leurs expériences. On a une commission aussi qui marche beaucoup, qui est RSE et ODD, puisque beaucoup d'entreprises françaises, comme on vous l'a dit, sont implantées en Afrique avec des filiales et sont très engagées avec leur environnement, les communautés environnantes, etc. Donc, on a une commission RH qui se préoccupe, qui avant s'appelait éducation formation, parce que nos entreprises nous ont souvent dit qu'elles trouvaient qu'il y avait une inadéquation entre leurs besoins sur le continent et les compétences qu'elles trouvaient. Donc c'était une manière pour elles de voir comment elles pouvaient agir sur ce terrain-là. Ça s'est transformé en commission RH et c'est vrai qu'on traite de tous les sujets qu'on a évoqué tout à l'heure, par exemple le phénomène actuellement de la repatriation. Avant c'était l'expatriation, on se préoccupait du paquet des expatriés. Aujourd'hui les entreprises se préoccupent de la carrière panafricaine de leur cadre, elles se préoccupent du recrutement des Bac-3, Bac+3 et puis de leur cadre supérieur également. Donc elle s'intéresse à la repatriation, c'est-à-dire à toutes ces personnes de la diaspora ou qui sont venues étudier en France ou ailleurs en Europe, qui ont commencé leur vie familiale dans ces pays-là et qui envisagent à un moment de retourner en Afrique et qui peuvent être de forts contributeurs pour le continent, mais qui rencontrent aussi des difficultés. Donc c'est des choses qu'on peut éclairer aussi pour les gouvernements africains, parce qu'ils ont peut-être aussi des choses à faire pour accompagner cette élite et ces personnes qui ont envie et qui toutes seules ne vont pas forcément réussir. Ils vont peut-être revenir quelques années après, donc on peut aider à un succès collectif. Et qu'est-ce que peuvent faire les entreprises pour développer les compétences en Afrique? C'est peut-être contribuer justement à ce continuum qu'a rencontré Yassine quand elle a pu être accompagnée de la vie d'étudiante à la vie professionnelle. Et donc c'est quelque chose qu'on a réussi à développer alors, à des niveaux très très concrets. Pour accueillir des stagiaires, encadrer des stagiaires, mais ça commence même dans les métiers de techniciens. On a développé des programmes où des gens en formation d'hôtellerie dans des toutes petites structures, parce qu'il y a beaucoup de lycées professionnels dans les pays africains qui peuvent être des lycées, des
toutes petites entités confessionnelles montées par des ONG et qui proposent des cursus professionnalisants. Et par exemple, on a pu monter un programme qui a permis à un grand groupe hôtelier à proposer 150 stages. Et ça a permis à des jeunes qui se formaient en hôtellerie-restauration de pouvoir aller en entreprise et puis après d'avoir accès à l'emploi. Donc nous, on s'intéresse à ce continuum entre l'étude et l'employabilité, entre la vie d'étudiant et puis la carrière professionnelle. Merci beaucoup, Madame Soriol. Peut-être une question concernant l'outil que vous déployez annuellement, le baromètre de l'environnement des affaires en Afrique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot Au départ, les entreprises se sont réunies au sein du CIAD parce qu'il manquait cruellement d'informations sur l'Afrique. Aujourd'hui, on a un peu plus de données, même si elles ne sont pas toujours très fiables, mais on a beaucoup plus de statistiques et puis il y a des données qui sont publiées et accessibles via Internet. Mais donc le CIAD faisait plusieurs études. Il faisait une étude de coût de la vie, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui allaient dans les pays relever les prix des choses et ça permettait de calculer le package des expatriés. Ça, maintenant, il y a des sociétés qui font ça pour le monde entier, comme Mercer ou d'autres. Et puis en plus, il y a de moins en moins d'expatriés dans les entreprises françaises. Mais on faisait une deuxième étude qui s'intéresse à la conjoncture économique et à l'environnement des affaires perçues par les entreprises internationales. Donc ça veut dire qu'on demande aux filiales des groupes français et des groupes européens aussi d'évaluer les pays où ils se trouvent sur 39 critères. Dedans, il y a des critères d'environnement sociaux, la formation est souvent assez mal noté. Il ne faut pas se mentir, l'Afrique a pris du retard par rapport aux pays d'Asie, par exemple, qui ont tout misé sur l'éducation et qui ont atteint des niveaux d'excellence dans ce domaine-là, qui les a beaucoup aidés dans leur développement économique. Donc la partie baromètre, on continue de le faire tous les ans. Ça nous permet aussi, on fait des fiches pays, de donner quelques informations. Ce n'est pas des chiffres qui changent de façon spectaculaire, parce que c'est la perception, c'est pas un vrai thermomètre. Ça a démontré qu'en termes d'infrastructure, par exemple, il y a beaucoup de pays qui ont décollé. En termes de réseau bancaire ou en termes d'administration, notamment avec le numérique, ça a progressé. En termes d'éducation, formation, mais ça c'est juste vu à travers un critère, il y a encore beaucoup de marge de progrès du point de vue de ces dirigeants d'entreprise. Merci beaucoup Constantin. And last but not least, I would like to leave the floor to Lesego Foster. So, if you CEO of the studio The Hidden Hand, and I'm going to tell also the audience that actually you were awarded the Children's and Family Emmy Award for a movie, and I'm sure you're not going to tell us. And so you came to study in France in the Gobelin, and so I'm letting you describe your life adventure. Greetings all. So as you heard, my name is Lesego Foster, and just a little bit about the early adventures. I'm from a generation that was raised by Dragon Ball Z. If you don't know what that is, you missed out. So at 4 p.m. Monday to Friday, 4:30 p.m. Monday to Friday, Dragon Ball Z would play on a channel called SABC2 in South Africa. And even our parents loved the show because it kept us out of trouble. It was proven that from 2001 to 2006, teenage pregnancy went down because even women now, girls then, would rush home to watch Goku fight Vegeta. So I was part of that generation, and I was thinking earlier when my esteemed colleague, Mr. Francois Nopoulos, was talking about how agriculture is not sexy. I think animation has become too sexy, but we'll get to that. So I became really enthralled with how they make this thing move. So as I said, I come from Soweto. Soweto is it's called the Southwestern Township. Previously, before we got democracy in South Africa, it's where the black people were put. And in Soweto, as I said, it's black people. And
I grew up in a time when we only had 3 channels, SBS1, 2, and 3, and I would ask my mother, how do they make this thing? Because I knew it had something to do with drawing in it, but she couldn't answer me. And only later did I discover how animation is actually made, so I was right. So I started drawing way before, and I got a scholarship to go to high school, which afforded me a chance to go to a very wealthy high school. But you know, I wasn't wealthy. I went to a school called KES in Edinburgh 7. But there, got introduced to computers. I saw my first Wacom. It's a drawing tablet. Didn't get to play with it because the lecturer was like, well, the teacher was like, no, not for you. And then I went to WITS to study fine arts, which again, just like you, it was very theoretical. It's WITS University. It's the best in the world. I'm sorry, it's the best in South Africa at least. And while I was there, I did fine arts, which is very theoretical. You actually get 80% theory, and then 20% is up to you what you do with it. And they suggest you make art. If you don't, you will fail. And so after that, I went and started working, started teaching, and I saw, so animation has always been self-taught. I got a computer, I got my Wacom, and I started doing little doodles, really undercharging, not knowing how much I should be charging for this. There was a time when I worked for 16 months for 10,000 Rand because I didn't know better. I didn't know better, but I was happy because I had my computer and I was making a music video, which actually did really well. And I saw, all this time I've known about this place called Gobelin. I thought it was the best studio in the world. I thought it was a studio. And then I found out it's a school. Then I did my research and I found out they only teach in French, and the best school for 75 years, they only teach in French. And for some reason, the next year, they announced their first Masters in English. I applied, I got accepted, which is why my French is not as good as other people, because actually we were put together Croatians, no, South African, so first, South African, Croatian, India, Russia. I'm walking around my class, Jordan, Taiwan, Hong Kong. I didn't know Hong Kong was separate from China. I learned because we became a family. Like even now, those are the people that I see when I'm in Paris because some of them are still there. And yeah, that was my journey to get to Gobelin. You know, if you want me to go on from Gobelin to how we got to here and that, okay. Cool. So while I was there, what I learned mostly at Gobelin is that, again, like it's been said so much, the things that I want to say have been said, but it's accountability, what you're talking about. The lecturers at Gobelin are the guys and girls that are working on those films, so it's the best in the world, and they get there, they teach you for 2 weeks, and they're gone for 3 months. If you want to mess around, it's on you. So it's really accountable. It was the first time I was treated as an adult, but I was already like an older person. You know, I went into my master's when I was 28. So it was the first time I was treated like an adult in an academic setting. But because I wanted this so much, it wasn't shocking. It was more shocking to the younger people that literally came from varsity to come do this master's, where they are like, oh my God, why are we being left alone? Because you got to do your work. And through there, in the interview to get into Gobelin, I said to Cecile, who's very close to me now, she's the international relations liaison at Gobelin, I told her that I'm coming to learn to take it back to South Africa. I thought I was going to get rejected because it is IP. And I learned that that's why they accepted me, so I could bring it back. So I spent 2.5 years in France, in Paris, the 13th, Saint Marcel. And after graduating, I went back to South Africa to start an internship at Timberhome. Apparently, me and Chloe worked together. I didn't know this. She remembered me. I started an animation internship there because my studio was already formed. The Hidden Hand was already formed, but there was no one I could hire because now my skill level and my expectations were even more. They were really increased. So AFD came with this proposal, and it fit my goals to train people for a year between tertiary and getting a job, because there's a problem that we have in South Africa and Africa, and I'm sure like a lot of the African people here, when they heard me say animation, they're like, oh, black man, yes, you know. So there's a problem that it's not taken seriously, and a lot of young people do it as a way to get out of engineering. Apparently it's a problem in India too. They do it as a way to get out of a serious career, and then they get into it and they realize like it's basically engineering in a computer. You have to know how fluid simulations work, how character muscles work, how all of these things work. So I created this internship. It's still running today. It's in its 8th year.
at Timberhome in Johannesburg. It's a year program where graduates from varsities get trained up to be job ready. And that's where I snatch my people as well. But it's not just me because the Hidden Hand is not big. We are 10 in-house. Those are the superpowers. I call them little Thanoses. They call me Thanos. And then when we work with freelancers, they can get up to 50. And all of them, I got them through this program that I started with AFT at Timberhome, which is still running. Yes. Thank you. It was really inspiring. So just to know, so you have still some links with your family, from your master, yeah, but you still also have some links with France, since institutional structure, the Gobelin. Perhaps do you want to create a dual degree with the between the two schools, or? No, we'd love to. We'd love to. We've tried actually to get Timberhome accredited to have a Gobelin level certificate. But they were dragging their feet, like my people. They were dragging their feet to a point where Cecile, who I'm really close to now, she saw that the Ghanaians were more hungry for it, so now Ghana actually has it. And because Gobelin is at a very high level, it's a school that's at a level of some studios in Africa. So they can only partner with studios. There's not a lot of schools that can partner with Gobelin. So I would love to. And it's in talks, it's happening. In terms of other institutions, yeah, all of them. Like Campus France, when I applied to Gobelin, I didn't have a plan. Campus France and also festivals, I guess. Yes, exactly. And see, AFD still, IFAS, Institut Français en Afrique du Sud, and I recently went to Madagascar, so IFAS. Thank you so much. You're welcome. Maintenant, je voudrais vous laisser la parole, peut-être, cher public. J'imagine que tous ces témoignages vous ont largement inspiré. Je ne sais pas, je laisse. Merci beaucoup. On a une première question. Quatrième rang, merci beaucoup. Merci. Je me présente, je m'appelle Mahmoud Zawi, je suis le directeur de la maison Tunis. Bon, ma question s'adresse à M. Jean-Christophe Dumont. À la fin de votre présentation, vous avez posé une problématique difficile et délicate. C'est celle du retour des talents à leur pays. Et nous avons compris, bien sûr, que le nombre de ces talents qui retournent à leur pays est relativement réduit, très réduit. Et c'est une situation qui est différente de celle qu'on a vécue au XXe siècle, où les talents venaient pour se former dans les pays européens, américains, et à la fin, ils retournent dans leur pays pour contribuer à leur développement. Donc ma question est la suivante, je sais que c'est une question difficile et délicate, mais je vais quand même la poser. Est-ce que l'OCDE, est-ce qu'il est possible pour l'OCDE de mettre en place, en coordination avec les pays africains, une politique gagnant-gagnant, c'est-à-dire une politique qui permet aux pays de l'OCDE de continuer à bénéficier des talents et des compétences africaines, mais en même temps œuvrer pour que les pays africains bénéficient aussi d'une manière ou d'une autre de ces compétences à travers des mécanismes incitatifs à étudier et à mettre en place. Merci. Alors, l'OCDE ne met pas en œuvre les politiques, mais peut travailler avec les différents États membres pour les inciter à prendre des bonnes pratiques et à s'inspirer de ce qui peut fonctionner le mieux. Cette problématique que vous soulevez, c'est évidemment très important, notamment dans le contexte de l'augmentation du nombre d'étudiants étrangers. Et du fait que ces étudiants étrangers sont sélectionnés. Donc, effectivement, quel peut être le bénéfice pour les pays d'origine dans ce processus? Je crois qu'il y a plusieurs voies qui peuvent être explorées ici. La première, c'est de faciliter la mobilité en tant que telle et de faire que le retour ne soit pas en fait un nouveau départ. Et de ce point de vue, force est de constater que la France a une pratique qui est, à ma connaissance, unique et qui est une bonne pratique, qui est de permettre aux étudiants
qui ont été diplômés en France, de revenir pendant 5 ans, de quitter la France pendant 5 ans, et ensuite de bénéficier à nouveau de l'opportunité de venir chercher un emploi en France. Ça n'existe pas ailleurs dans les pays de l'OCDE, ça n'a pas été évalué de manière très précise, mais de mon point de vue, dans cette idée d'essayer de lever les obstacles et de permettre à des jeunes diplômés en France d'avoir une première expérience dans leur pays d'origine ou dans leur région d'origine, avant de faire le choix de rentrer définitivement ou de revenir en France, ça me semble être une façon de lever les obstacles. Mais ça nécessite d'être évalué de manière plus objective, mais ça me semble être une bonne pratique. L'autre élément, c'est, comme ça a été dit précédemment, c'est en multipliant les partenariats. C'est-à-dire, par exemple, en créant des partenariats entre des universités sur le continent africain et en Europe, en France, de façon à ce qu'on puisse faire une partie de ses études ici, mais qu'on puisse compléter dans son pays d'origine, qu'on puisse peut-être faire un master là et faire un doctorat ici, d'avoir une forme de continuité dans l'éducation. Je sais que c'est pas facile, je sais qu'il y a beaucoup d'obstacles en termes de comparaison des niveaux disons des curriculums et de l'instruction, mais c'est quelque chose qu'on voit se développer, et je pense que c'est une autre façon d'essayer de créer des espaces de mobilité entre les pays d'origine et les pays de destination. Mais fondamentalement, il faut quand même bien reconnaître que la décision de retourner, elle dépend des conditions économiques et peut-être plus générales qui sont offertes par les pays d'origine. Donc c'est aussi quand ces opportunités seront présentes, on le voit au Maroc, on le voit aussi en Tunisie. Il y a quand même beaucoup de Tunisiens qui retournent également. Quand ces opportunités sont présentes, les gens retournent naturellement, parce que en fait, chacun aspire à vivre sans doute près de ses parents, de ses amis, dans son pays de cœur. Merci beaucoup. Voilà, monsieur. Bonjour, je m'appelle Henri Kahalobé, je suis directeur de publication d'une revue qui s'appelle l'Afrique littéraire et artistique. Et en fait, c'était plus à l'intention de M. Gauthier que je voulais m'adresser, mais il est parti, parce que il y a une chose que je ne comprends pas, à chaque fois que j'arrive à des conférences, que ce soit, comment on appelle ça, l'AFD, etc., on parle de la situation des investissements de la France, par exemple, en Afrique. Et ce monsieur, il a dit des choses intéressantes. L'accession au visa, c'est-à-dire avoir l'autorisation pour avoir une carte politique, est très compliquée. Il y avait déjà eu des histoires d'immigration choisie. Et ce que je ne comprends pas, c'est que d'un côté, vous avez par exemple l'AFD, de l'autre côté, vous avez l'Organisation intergouvernementale de la francophonie, et on sait très bien qu'au niveau des institutions françaises, ce qu'on appelle l'Afrique, ça fait partie du précaré élyséen. Maintenant, M. Gauthier a aussi commencé à parler un peu des minerais, de l'agriculture dans les pays d'Afrique. On sait aussi que tout cela s'était traité dans les accords de Lomé, et qu'il y avait les deux volets qui étaient le STABEX et le SISMI, et que la Convention de Lomé a tout simplement été suspendue par l'Union européenne pour faire place aux accords de Cotonou, je crois. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'on sait très bien qu'il y a un climat politique actuellement, non seulement en France, mais dans beaucoup de pays de l'Union européenne, où on parle de l'immigration par rapport à l'insécurité, et ça rend l'obtention des visas encore plus difficile. Et je n'arrive pas à comprendre comment on va dire qu'on va aider certains pays d'Afrique francophone, alors qu'on dissocie l'Afrique francophone des Outre-mer, et que maintenant, au lieu de régler le problème en Afrique francophone, où la France a perdu énormément de parts de marché par rapport à l'océan, ce moyen-âge de choses, on préfère aller investir en Afrique de l'Est et en Afrique australe. Et c'est dommage que M. Gauthier ne soit pas là, c'était plus à son intention de voir comment lui, en tant qu'association du MEDEF, allait réussir à surmonter tous ces obstacles pour l'obtention des visas, alors qu'on sait très bien que le MEDEF, c'est le patronat français, et que toutes les sociétés, les filiales des majeures françaises qui sont en Afrique, elles sont des sociétés qui sont en MEDEF, et que la politique du MEDEF au niveau de l'obtention des papiers,
est vraiment pas cool. C'est dommage qu'il soit pas là. On lui transmettra les questions. Merci beaucoup, monsieur, pour votre intervention. Une troisième question. Je crois qu'on est un petit peu en retard, donc si vous avez une troisième question, c'est pour maintenant. Merci beaucoup. Sinon, je vais laisser la parole à notre... Merci beaucoup à tous et toutes.